En manchette ce soir, onde de choc à Ottawa, la paroisse Notre-Dame-des-Neiges a besoin de vous et on célèbre l'Halloween au village demain soir. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du 23 octobre. On débute le bulletin ce soir en faisant un retour sur les événements qui ont secoué Ottawa dans la journée du 22 octobre. Je vous rappelle qu'un militaire a succombé à ses blessures, lui qui aurait reçu des projectiles sur les marches du monument commémoratif à Ottawa où il montait la garde. Le tueur aurait par la suite entré lourdement armé au Parlement en profitant de l'effet de surprise, Parlement où était réunie une très grande majorité des députés, tous partis confondus. Pour ceux qui seraient familiers avec les lieux, le tireur qui a agi seul aurait été abattu près de la bibliothèque. Les députés et de nombreux fonctionnaires, adjoints parlementaires et employés ont alors été mis en confinement pendant de nombreuses heures. De nombreuses questions se posent aujourd'hui. La sécurité est-elle adéquate? Quels seront les dommages collatéraux? Plus tard à l'émission, l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Michel Riberdy, ancien analyste militaire à la retraite. Mais pour l'instant, on peut écouter le député de Pontiac et porte-parole pour le Conseil du Trésor, M. Mathieu Ravignan, sur l'état d'esprit qui entoure les gens sur la colline parlementaire en ce lendemain d'attentat. Bien, je veux dire que l'ambiance, c'est une ambiance de solidarité. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de support des collègues. On fait de notre mieux à se rassembler ce matin. On a une rencontre de caucus ce matin. Et puis, c'est une atmosphère assez triste, mais en même temps, je pense on veut tous retourner au travail, faire notre devoir démocratique, puis démontrer que le Canada y croit à ses institutions. Il y a une certaine confiance. Je pense que les forces de l'ordre ont fait un travail exceptionnel hier. On a la confiance dans leur travail, dans leur professionnalisme. Puis aussi, je pense qu'on est tous un petit peu le genre de personnes qui aiment, disons, se démontrer qu'on peut être là avec nos collègues, qu'on peut s'épauler, puis on va passer à travers de ça, puis qu'il faut montrer au monde qu'on y croit à notre démocratie. Patrimoine maintenant, un dossier de long terme vient d'avancer d'une étape supplémentaire. En effet, le Conseil de ville de Gatineau a adopté des mesures en vue de la citation de la première protection patrimoniale du secteur. Ce site, qui englobe plus d'une centaine de propriétés, est délimité par les rues Kenny, Georges, McLaren-West et Bridge. Selon le président de la Société d'histoire de Buckingham, M. Michel Riberdy, c'est à cet endroit qu'on aurait retrouvé les premiers vestiges de Buckingham. Le conseiller du secteur, Martin Lajeunesse, se dit, et je cite, « Ravi de voir que ce site extraordinaire qui fait la fierté des citoyens et des citoyennes de Buckingham sera enfin reconnu et protégé pour les années à venir. » Fin de la citation. D'autres étapes sont à venir, telles que la tenue d'une séance publique du comité consultatif d'urbanisme ainsi que l'adoption des règlements. Mais comment détermine-t-on ce qui est patrimonial? M. Riberdy a la réponse pour nous. Protection du patrimoine, quand un bâtiment est cité, c'est que l'extérieur du bâtiment est assujetti à une réglementation. Donc, le propriétaire ne peut pas, de lui-même, sans considérer cette réglementation, changer des choses d'une manière significative. Donc, il faut faire attention aux couleurs, aux agencements, aux matériaux qui sont utilisés, des choses comme ça. La citation ne couvre pas l'intérieur du bâtiment, elle couvre simplement l'extérieur. Mais dans ce cas ici, ce qu'elle va couvrir aussi, quand je lisais le texte, tout ça, c'est le fait que les propriétaires futurs, tout ça, ne pourront pas, par exemple, prendre une large partie du terrain et de le parceller pour mettre plusieurs maisons dessus. Ça changerait complètement le paysage. Et donc, ça rentre dans ce qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel. Bonne nouvelle pour les tout-petits et les plus grands qui fréquentent l'école du Ruisseau dans le secteur de Masson-Angers. La première phase de réaménagement de la cour d'école a été célébrée en grande pompe en présence de dignitaires privés, de gens politiques, notamment le conseiller municipal du secteur, M. Marc Carrière, les deux candidats à la présidence à l'élection scolaire du 2 novembre prochain, M. Léger et Fréchette, et M. Alexandre Iraca, député de Papineau au provincial. Ce dernier a d'ailleurs illustré l'importance des cours de récréation en soulignant d'un air cocasse que même les premiers amours peuvent s'y produire. On peut écouter le directeur de l'École du Ruisseau, M. Gaétan Quentin, nous énumérer les travaux dans la cour de l'école. Donc, la nature des travaux qui ont été faits ici cet été, on a replacé nos balançoires parce qu'en discutant avec des fournisseurs,
il n'était pas à norme au niveau du dégagement, du matériel sous les balançoires. Donc ça a été fait. On a construit 2 nouveaux carrés de sable, comme vous pouvez voir. Dans un de ces carrés de sable-là, ici, on a acheté un nouveau module. Et puis, l'autre carré de sable est en train de s'aménager tranquillement. On a 2 tourniquets pour l'instant, mais il y a d'autres investissements qui pourront pouvoir se faire au printemps prochain. On a des tables qui ont été relocalisées aussi où les enfants peuvent s'asseoir et discuter. Un peu d'asphaltage. Et puis, tout le terrain avec la commission scolaire a été remanié aussi pour favoriser l'égouttement parce qu'on avait des problèmes de plus en plus au niveau de l'égouttement ici dans la cour arrière de l'école. La paroisse Notre-Dame-des-Neiges a besoin de vous. L'Église, qui se situe à Masson-Angers, se verra peut-être dans l'obligation de fermer ses portes. Des réparations doivent être effectuées sur le toit à la demande des assurances. Les coûts sont extrêmement élevés et la paroisse ne peut se le permettre, elle, qui peine à payer les comptes, notamment celui de l'électricité. Les paroissiers sont invités à une rencontre ce dimanche 26 octobre à 14 h aux 3 rues Donat-Saint-Amour. Les gens sont invités à donner des idées et des suggestions. Sur le sujet, on peut écouter Père Albert Gosselin nous donner plus de détails. Actuellement, c'est la situation financière qui nous force à demander aux paroissiens qu'est-ce qu'on fait. Parce les assurances nous ont demandé de réparer le toit qui, lui, coûte entre... On a reçu des solutions qui varient entre 50 et 70 000. Alors, on n'a même pas d'argent à payer l'électricité. Alors, il nous reste un petit compte de peut-être de 10 000. Je pense au total, on avait 12 000, puis il ne reste presque pas d'argent. Alors, quand on aura payé les factures, il reste encore moins. Alors, où va-t-on trouver l'argent? On a essayé de faire l'entendre des lettres un peu à différents commerçants, mais ils sont tellement sollicités que finalement, ils disent, ben non, cette affaire-là, ça ne m'intéresse pas. Quelques-uns ont répondu, mais très peu. Alors, jusqu'à maintenant, on est loin du compte. Alors. Saviez-vous que le mois d'octobre est le mois de l'histoire de la femme? La maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, qui a pour mission d'aider les femmes et enfants victimes de violences, a organisé un dîner-causerie sous le thème « Les femmes d'affaires, une force montante dans l'économie canadienne ». Le tout s'est déroulé au Café des artistes à Buckingham. On peut écouter Mme Jannick Fontaine, intervenante en sensibilisation à la maison d'hébergement, nous expliquer ce qui ressort le plus de cette discussion entre femmes d'affaires. Aussi, on a parlé beaucoup des préjugés qu'il y avait des femmes d'affaires. Ah, ben là, elle ne s'occupera pas des enfants, elle rentre à 9 h le soir, tout ça. Fait que ça se perpétue, hein, tous les préjugés, les femmes d'affaires. On en subit quand même les conséquences, même si on est des femmes d'affaires. C'est ça que j'ai compris la discussion. Mais c'est toutes des femmes enthousiastes, des femmes de projet, des femmes qui sont allées plus dans au gouvernement, des chiffres de 8 à 4 pour la famille, tout ça, puis qui réalisent après 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, une d'entre nous qui n'était pas bien, qui était souvent déprimée, qui n'aimait pas son emploi. Puis elle s'est dit, à un moment donné, elle s'est écoutée, elle dit, moi, c'est une femme d'affaires que je veux devenir. L'Halloween, la fête des bonbons, approche à grands pas. Serez-vous un loup-garou ou encore Spider-Man cette année? Halloween sous le pont Brady revient pour une 2e année. De 16 à 18 h, le regroupement des gens d'affaires animera l'avenue de Buckingham, alors que de nombreuses activités se dérouleront sur le pont Brady, justement dès 18 h, avec de la danse, un concours de citrouilles et de l'animation. Vous pourrez déposer des bonbons dans une grande marmite située à l'entrée. On peut écouter Mme Karine Nozon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, nous expliquer le rôle que l'organisation aura à jouer. Alors, Halloween au village, ça se trouve être une activité, un événement qu'on fait en collaboration avec le Carrefour culturel Estacade, le service des loisirs de la ville de Gatineau, secteur Buckingham, et aussi Initie Action citoyenne Buckingham, et en plus des gens d'affaires du secteur. Donc, nous, notre rôle en tant qu'association de gens d'affaires, c'est vraiment d'animer entre 4 h et 6 h, donc avant l'ouverture du site, l'avenue. Et on y va avec cette année... Un rallye pour que les gens puissent être un petit peu un rôle de détective et durant toute une semaine, aller chercher des indices ou encore remarquer le logo ou encore l'entreprise intrus, je vais m'exprimer de cette façon-là, dans le commerce. Et les gens vont devoir associer le commerce avec le logo. Donc, on fait une forme de marketing croisé, comme on appelle, dans cet événement-là. On a ouvert le bulletin avec cette nouvelle de l'attentat à Ottawa. M. Michel Riberdy est un ancien analyste militaire, maintenant à la retraite. Il est très familier avec les lieux de l'incident d'hier, puisque de 1990 à 1996, il travaillait au quartier général des Forces armées canadiennes.
On peut écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Riberdy en lien avec les événements qui se sont déroulés dans la capitale nationale. Avec M. Michel Riberdy, que vous connaissez comme président de la Société d'histoire, mais pour l'entrevue d'aujourd'hui, je vais parler avec l'ancien analyste militaire à la retraite. M. Riberdy, bonsoir. Bonsoir. Avec les événements qui se sont déroulés hier à Ottawa, l'attaque qui s'est passée au Parlement, on ne reviendra pas sur la chronologie des faits, mais il y a certaines questions spécifiques, comme par exemple, plusieurs personnes ont critiqué le travail des policiers en disant que le tout était quand même assez loufoque, assez désorganisé. Vous, en tant qu'ancien analyste, qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant de répondre, pour commencer, j'aimerais souhaiter mes condoléances aux familles qui sont touchées. Et oui, c'est des contextes comme ça qu'on réalise que l'ouvrage de policiers et puis de forces de sécurité, c'est un ouvrage des fois qui peut demander de répondre rapidement dans des situations extrêmement stressantes, très complexes et puis en même temps qui sont dangereuses. Donc, la manière que j'ai regardé les événements hier et que j'ai regardé les interventions, le système a fonctionné exactement comme il était censé fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui étaient mis en place. Oui, il y a des petits exercices qui ont été faits dans le passé, même s'il n'y a pas eu de gros exercices. Ça a été fait par certaines unités, indépendamment, tout ça. Et hier, ça s'est tout mis ensemble d'une très bonne manière du point de vue de ce que j'ai regardé. Et il faut comprendre qu'ils sont arrivés extrêmement rapidement, surtout au Parlement, là, en dedans de 2 minutes qu'ils sont arrivés et qu'ils ont neutralisé la menace. Là. Vous dites que le plan a fonctionné très rapidement. Il y a plusieurs personnes, dont nos auditeurs, qui ont été confinés entre 10 et 12 heures de temps dans leurs bureaux respectifs. Ils ne pouvaient pas sortir, aller rejoindre des amis sur le même étage, vraiment confinés dans leur bureau. 12 heures, c'est quand même long comme confinement. Là. Oui, quand je parle de rapidement, c'est la réponse initiale, c'est-à-dire le déploiement initial des premières forces qui se sont présentées, l'intervention extrêmement rapide, comme je soulignais, des gens à l'intérieur du Parlement. Et par après, ce qui s'est passé, c'est la suite normale d'un événement d'envergure comme ça. Et oui, il y a des gens qui ont été confinés 10-12 heures. Et la raison est relativement simple. C'est que pendant une bonne partie de la journée hier, les forces de sécurité étaient vraiment incertains s'ils pouvaient avoir plus qu'un assaillant. Et de ce fait-là, il y aurait eu la possibilité, s'il y en aurait eu plus qu'un des assaillants aurait pu, par exemple, pénétrer à l'intérieur des bâtiments, soit le Parlement ou les autres bâtiments avoisinants. Il aurait même pu prendre des otages, par exemple, puis se taire, ne pas dire un mot, rester tranquille pendant une période de temps. Donc, il était nécessaire de passer appartement par appartement, chambre par chambre, vérifier que chaque personne était correcte, en bon état, et qu'il n'y avait pas d'autres assaillants. Et comme il y a 15 à 20 000 employés qui travaillent, puis on parle peut-être de milliers d'endroits à vérifier, ça a pris du temps. Justement, le centre-ville d'Ottawa est considéré comme une scène de crime. Combien de temps un événement comme ça peut prendre à être réglé, si je peux dire? Combien de temps le centre-ville d'Ottawa va être considéré comme ça? Ça va prendre quelques jours. Il y a des preuves physiques à relever. Il va falloir qu'ils retracent le cheminement de la personne, par exemple, pour essayer de comprendre exactement l'approche, comment est-ce que la personne a approché, s'il y avait des témoins aussi, interviewer tous les témoins en question, les réinterviewer dans certains cas pour revérifier l'information. On dispose probablement de vidéos. C'est revoir toutes ces vidéos-là pour essayer d'analyser ce qui se passe. Voir s'il n'y a pas des choses qui ont été manquées. Mettons qu'on s'apercevrait du côté hypothétique là, que l'individu en question s'est arrêté quelque part avant, par exemple, qu'on ne sait pas présentement. On voit sur une bande vidéo. Il va falloir qu'une équipe technique retourne sur ce lieu-là et puis fasse justement des prélèvements depuis tout ça. Donc, ça peut prendre un petit bout de temps. Je veux revenir sur le tireur. Plusieurs spéculent le fait qu'il soit relié justement avec l'État islamique. Stephen Harper, le premier ministre, a mentionné dans son discours à la Nation le mot terroriste à de nombreuses reprises. M. Molker, l'opposition, n'a pas effleuré le tout. Il y a plusieurs personnes reprochent justement au gouvernement d'avoir été en guerre, et je le mets entre guillemets, contre l'État islamique. Il va falloir démêler tout ça. Là, de votre point de vue, est-ce que justement c'est une possibilité? Ça pourrait être une possibilité, mais il ne faut pas oublier qu'un individu seul peut quand même commettre un acte de terrorisme, dans le sens que ce qu'il fait, il le fait dans le but de causer la panique, la terreur, la crainte dans une population. Donc, une personne n'est pas obligée d'être affiliée à un groupe terroriste pour faire un acte terroriste. Et on débattra plus tard à savoir s'il y a des affiliations ou non.
Il ne faut pas oublier aussi que ça fait au moins depuis 1991, depuis la première guerre du Golfe, qu'on peut être la cible potentielle, justement, de groupes terroristes qui pourraient faire des actions similaires. Heureusement, les services de renseignement, les services de sécurité ont été vigilants, ont été capables même de prévenir, dans certains cas, des attentats potentiels. Mais justement, l'attentat d'hier à Ottawa n'a pas pu être évité. On disait que le suspect était justement surveillé par les services policiers. Est-ce qu'avec votre expertise, vous croyez que le tout va réveiller quelques cellules dormantes, quelques personnes dormantes, si je peux dire? C'est possible. C'est possible aussi qu'on a affaire à ce qu'on appelle un loup solitaire. C'est-à-dire une personne qui se tient soi-même, ne parle pas beaucoup à ses proches, et puis qui, pour des raisons quelconques, idéologiques ou autres, va décider de faire une action. Des fois, c'est spontané. Des fois, la personne peut décider, se lever un matin, puis décider de faire quelque chose. Et si c'est ce qui s'est produit, en dépit du fait que les services de sécurité auraient pu être avertis d'un certain potentiel, c'est absolument impossible, même aujourd'hui, d'avoir une surveillance à 100% sur tous les gens, là, même avec les technologies modernes qu'on a, avec les vidéos, des choses comme ça. Il y a une différence entre la fiction de Hollywood et puis la réalité d'aujourd'hui. Les dommages collatéraux d'un événement comme cela sont quand même assez grands. Ils sont très grands. Il y a les dommages directs, c'est-à-dire les familles affectées, les familles des victimes, la famille les parentés du tireur même, qui vont être affectés par tout ça, le voisinage, tout ça. Et en plus, ça va affecter socialement aussi le Canadien et la Canadienne en général, parce qu'on se sentait en sécurité au Canada. Et même en dépit du fait qu'il y avait eu quelques petits événements, ceci a réveillé. Et en plus, contrairement aux événements, par exemple, du début de la semaine, où 2 militaires ont été heurtés là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce n'était pas une place iconique, ce n'était pas le centre, ce n'était pas directement au siège du pouvoir de l'État. Tandis qu'hier, ça a eu lieu directement dans l'axe central du Parlement et en plus, ça touchait aussi le monument aux morts, le monument national. C'est que 2 gros symboles qui ont été touchés. Est-ce qu'on devrait mettre le Parlement comme une forteresse maintenant? Ça va toujours être le débat des spécialistes de la sécurité, puis c'est 2 approches complètement différentes. On va prendre simplement la sécurité aérienne, par exemple, puisque après les événements de 2001, du 11 septembre 2001, tout ça, où les services américains, par exemple, ont fait des systèmes techniques, c'est-à-dire des rayons X, des appareils quelconques pour détecter les explosifs et toutes sortes de choses dans ce genre-là. Puis, depuis 30 quelques années, on a un service complètement différent, le service d'État d'Israël, de sécurité d'Israël, qui procède d'une manière complètement différente. Les Israéliens ne dépendent pas de la technologie pour vérifier les passagers qui bordent leurs avions, même s'ils sont sujets à de grosses menaces terroristes. Ce qu'ils font plutôt, c'est qu'ils analysent les passagers. Ils ont des spécialistes dans la foule qui sont dissimulés, des psychologues, des gens qui sont entraînés à déceler justement les gens qui sont nerveux, les gens qui, pour avoir une conduite quelconque, plus les services de renseignement israéliens ont des bons dossiers sur les terroristes potentiels. Donc, c'est 2 approches très, très différentes. C'est une approche très technique, très présente, très visible, puis une autre approche très, très invisible, mais aussi efficace. Normalement, l'approche que les Canadiens ont faite, c'est entre les 2 quelque part. Donc, au Parlement, par exemple, il n'y avait pas une présence visible. On n'avait pas de garde là, à l'extérieur avec des mitraillettes, puis des chars d'assaut, puis des blindés, des choses comme ça. Puis d'un autre côté, il y a au moins une quinzaine de personnes qui ont répondu en dedans de 30 secondes quand ils ont pénétré le Parlement. Et il y a au moins une douzaine d'entre eux qui étaient armés et puis qui l'ont confronté. Ça va être un débat assez. Ma dernière question, très rapidement. Comment vous voyez le jour du souvenir qui s'en vient justement le 11 novembre? Ça va être probablement prendre une plus grande importance pour réaliser justement que non seulement le sacrifice que les gens ont fait dans le passé, que les vétérans ont fait dans le passé, mais aussi que ceux que les soldats ont fait. Et même si c'était une victime complètement innocente hier, on va voir tout le symbolisme de la chose, je crois. Monsieur Roberdy, merci beaucoup. Bienvenue. Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence en curling ce soir. Oui, effectivement, c'est le World Curling Tour qui est de retour à Masson-Angers. C'est le challenge là, du Château-Cartier. Ça se déroule du 22 au 26. Et ça a débuté là, hier et aujourd'hui également, il y a des parties. Tout de suite, il y a un quatuor de chez nous qui est présentement sur la glace. C'est le quatuor de Jean-Michel Ménard. C'est présentement 3-3 au 8e bout. Il rencontre une équipe d'Ottawa qui est
dirigé par Ian McCauley. Il faut comprendre qu'il y a le volet élite où on sait qu'on va avoir là, les médaillés là, des derniers Jeux olympiques de Sochi. Mais il y a également là, la volet classe ouverte. Il y a des équipes là, du coin là, qui participent à ça, notamment l'équipe de Ted Butler qui a gagné son premier match. Et il y a également Richard Fagui qui en a fait de même. Donc, écoutez, les parties, ça se déroule à l'Arena de Masson ainsi qu'au club de curling de Buckingham. C'est du 22 au 26. Les finales, naturellement, vont être dimanche. L'admission, 5 $. Donc, je pense qu'on annonce, on prévoit de la pluie en fin de semaine. Mettez ça au calendrier. Réellement, là, ça va être une compétition extrêmement relevée. Il y a une bourse de plus de 40 000 $. Parfait. Belle façon de découvrir le curling. Oui. Et là, ça va bien pour les Mustangs. Oh, effectivement. On sait que début de saison assez difficile. Sorti dans les journaux de l'entraîneur-chef Pierre Grandmaison, l'équipe avait une fiche de 2 victoires et 4 défaites. Beaucoup de punitions, indiscipline, etc., etc. Et bien là, depuis ce temps-là, ils ont accumulé 4 victoires consécutives, dont les 2 dernières, soit jeudi dernier, une belle victoire de 5-3 contre Ottawa West, les Golden Knights, et le lendemain soir contre l'équipe qui est en première place à ce moment-là, c'est-à-dire les Canadiens d'Ottawa, une victoire de 7-1, un match là, à sens unique. Alors, tout ça, ce que ça amène, bien, ça fait maintenant une congestion là, au premier rang. Au premier rang. Il y a 3 équipes là, qui ont 6 victoires, 4 défaites, 6 victoires, 5 défaites. Il s'agit, là, les Mustangs sont dans ça, puis Ottawa West et Ottawa. Et il faut souligner que Clarence, il y a seulement là, 8 points qui le séparent là, avec la première place. Alors, je pense que cette saison, là, ça va être serré comme ça là, jusqu'à la toute fin. Je pense que les 5 équipes là, peuvent accéder aux grands honneurs. Rapidement, du côté des compteurs, ben, il y a certains joueurs des Mustangs qui sont mis en évidence. Il y a le jeune Proulx qui a 7 buts et 12 mentions d'aide pour 19 points. Lui, ça lui donne la 2e place au classement. Il y a aussi Michael Gervais qui a un très bon début de saison avec 7 buts et 6 passes. Il est 13e au classement. Le capitaine Simon Danfous, 1 but et 13 passes. Et Gabriel Tourangeau, qui, dans les derniers matchs, là, qui a inscrit son nom à la feuille de pointeur, 5 buts et 6 passes. Je rappelle rapidement, la prochaine rencontre, vendredi soir, et c'est contre Ann Pryor. Alors, ceux qui connaissent un peu la Ligue, les matchs Ann Pryor Gatineau, il y a toujours un peu d'action. Excellent. Voilà. Et là, un ancien gardien de but des Nordiques sort un livre. Oui, il s'agit de Clint Malarchuk. Les plus jeunes ou les plus vieux vont s'en souvenir. C'est lui là, qui a presque perdu la vie là, alors qu'il a eu l'artère jugulaire là, sectionnée par un coup de patin. Bien, il écrit un livre et on peut penser que les athlètes nationaux, c'est la vie en rose et tout est beau. Je peux vous dire que lui, il dépeint une vie extrêmement difficile. C'est très sombre. Premièrement, il commence avec une enfance qui a été difficile. Il y a eu naturellement cette blessure-là lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Il s'en est suivi de ça d'un syndrome post-traumatique. Il a même tenté de se suicider et il n'a pas eu simplement l'intention. Il s'est réveillé à l'hôpital avec une balle dans la tête. Alors, on peut voir là, que c'est quand même là, assez. Ça va être sûrement très intéressant à lire pour voir comment cet athlète-là pouvait se sentir. Il y a eu des problèmes là, au niveau de l'alcoolisme. Alors, si on regarde aussi, il y a Stéphane Richer qui cet été avait fait une sortie là, dans les journaux. Donc, on peut voir là, que peut-être les athlètes professionnels, dans le fond, là, il y en a beaucoup qui sont sous une apparence là, d'être heureux, cachent d'autres problèmes beaucoup plus profonds. Excellent. Et comment vont les Tigres? Ah, bien, les Tigres, là, c'est la dernière fin de semaine là, de la saison régulière. On regarde les 2 équipes, les cadets et les juvéniles rencontrent Nicolas Gatineau samedi au terrain de l'école. Les cadets, c'est à 11 h. Les juvéniles vont suivre à 14 h. Écoutez, les 2 équipes sont invaincues. Alors, ils recherchent naturellement une saison parfaite. Et du côté cadet, je pense que oui. Je pense que la partie contre des juvéniles contre Nicolas Gatineau, ça va être à surveiller, celle-là. Ça va avoir une surprise, oui. Ça va être serré. Ça va être serré. On s'en va avec le Vélodrome. Oui, un projet de Vélodrome. Ça, c'est un groupe d'Ottawa. C'est le Ottawa Velodrome Project.
qui sont en discussion avec la ville de Gatineau pour installer là, justement un vélodrome, soit extérieur ou intérieur. Ils ont eu déjà des discussions avec la ville d'Ottawa, mais ça n'a pas fonctionné. Il y aurait 3 sites qu'on regarde dans le moment du côté du groupe. Il y aurait un terrain vacant du côté de Chelsea. Du côté de la ville de Gatineau, on cherche un édifice municipal existant, dans le genre peut-être un aréna. Et il y aurait aussi un entrepôt du secteur privé là, qui serait dans les vues. On estime le projet à 300 000 $ et je rappelle rapidement qu'on a déjà tenté d'implanter ce type d'installation, le vélodrome, dans le secteur Elmer dans les années 90. On verra bien ce qui arrivera avec ça. Excellent. Et là, la ferme Moore, il y a un autre projet aussi. Oui, c'est un autre projet. On sait que ça appartient à la CCN. Ça a été légué justement par Mme Moore dans le temps, en autant que ça reste un emplacement où il n'y aura pas de commerce ou de construction. Alors, ça doit rester là, une vocation de parc. Il y a Mme Régine Beauplan du secteur Hall qui, elle, a un projet. Elle en a déjà parlé avec la CCN. Il y a une ouverture de ce côté-là. Naturellement, elle aura besoin de partenaires, mais ça serait un centre de plein air axé sur la famille. Je pense que c'est bien. Il y aurait là-dedans un gymnase. Il y aurait des boutiques de vêtements de sport. On prévoit aussi de l'entreposage pour l'équipement sportif. Les écoles seraient invitées à aller là. Il y aurait des cours de karaté, de judo, de la gymnastique, du ballet, de l'entraînement, de la musculation. Et ceux qui connaissent le site, on sait qu'il y a énormément de place, c'est 25 acres. Donc, ça pourrait être un projet intéressant. Et on lui souhaite toute la chance au monde, puis sûrement qu'on aura des développements là, au cours de l'hiver. En 30 secondes environ, on s'en va à soccer. Oui, on sait qu'il y avait la finale de la première soccer, la première ligue de soccer du Québec. Et le FC Gatineau a remporté cette finale-là par le pointage de 1-0 contre Longueuil. On sait qu'au niveau du championnat de la saison régulière, le match qui allait départager, ça s'est soldé par une victoire de 4-0 de Longueuil. Donc, on a bien rebondi. Le seul but de la rencontre a été compté par Maxime Ledègue. Alors, l'entraîneur Bruno Locatelli est bien content des succès de son équipe cette saison. Parfait, François. Merci beaucoup. Oui. Je vous invite à être des nôtres samedi dès 11h. Vous allez pouvoir visionner le débat à la présidence pour les élections scolaires de la commission scolaire au cœur des vallées. Donc, un débat entre M. Sylvain Léger et Jocelyn Fréchette sur nos ondes samedi à 11h. Les élections scolaires, je vous rappelle, qui vont être le 2 novembre prochain. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Si vous avez des nouvelles, si vous avez des idées, des suggestions de nouvelles avec es@tvc.qc.ca. Mon nom est Josiane Hardy. Merci d'avoir été des nôtres et on se reparle la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée.